vitam in pendere vero. Il fallait avoir le courage et la force d'être vrai toujours en toute occasion, et qu'il ne sortit jamais ni fiction ni fable d'une bouche et d'une plume qui s'étaient particulièrement consacrées à la vérité. Voilà ce que j'aurais dû me dire en prenant cette fière devise et me répéter sans cesse tant que j'osais la porter. Rêverie du promeneur solitaire, 4e promenade. L'anthropologie des passions que fournit Rousseau n'est pas à séparer sans doute de la description qu'il nous donne lui-même de son caractère passionné. Je suis observateur et non moraliste. Je suis le botaniste qui décrit la plante. C'est au médecin qu'il appartient d'en régler l'usage. Les mémoires confessions ont eu surtout leur importance en un temps où la psychanalyse n'existait pas. Non pas que la clé soit dans la psychanalyse, ce qui n'est pas une question, mais parce que je pense à ce que Rousseau avait tellement mis en lumière lorsqu'il disait « j'entreprends quelque chose qui n'a pas eu de prédécesseur, qui n'aura pas de successeur », nous ne pensons plus du tout à quelque chose de semblable aujourd'hui. Une vie, une œuvre, Jean-Jacques Rousseau ou le rêve des origines. Une émission de Catherine Paoletti réalisée par François Connac. Donc là, nous sommes arrivés aux Charmettes, et donc c'est le lieu auquel Rousseau va faire référence tout au cours de son œuvre, tout au long de ses errances et pérégrinations. Et c'est vrai que c'est le lieu central des confessions, même s'il ne les écrit pas ici. C'est un moment décisif. Alors, le jeune Rousseau, quand il rencontre Madame de Warens à 16 ans, oui. Donc il a eu déjà bien des aventures, et une enfance un peu compliquée, avant de trouver la paix ici, finalement. Mireille Védrine. Oui, je crois qu'effectivement, c'est la période de calme dont il avait besoin, dit-il. Et il va trouver aussi la femme qu'il aime, c'est-à-dire peut-être aussi un substitut à la mère qu'il a perdue à sa naissance. Il va y trouver la nature. Et puis, peut-être une période effectivement de formation, à travers le calme qu'il peut trouver ici. Ce calme va lui permettre de devenir lui-même vraiment. Donc on voit déjà la maison telle que l'a décrit Rousseau. Elle est, il faut suivre un petit chemin, monter. Elle domine la vallée. Il y a une vue magnifique sur Chambéry. Ce site est assez exceptionnel. Nous sommes dans un vallon, dans un site protégé. C'est un vallon qui, comme le dit Rousseau, est orienté nord-sud. Nous sommes en face d'un petit bois de châtaigniers. Il y a la montagne du Nivolet juste en face et puis la ville de Chambéry au creux du vallon. Et tout le site est resté assez sauvage avec ce qu'il faut aussi de nature apprivoisée puisqu'il y a un jardin comme aussi les aimait Rousseau. Il y avait à l'époque un parterre ornemental. Madame de Warens cultivait des plantes médicinales. Ce jardin a été restauré, remis en valeur et donc des plantes anciennes ont été réintroduites ainsi que des variétés d'arbres anciennes. Également, il y avait des vignes juste au-dessus et donc Rousseau aimait aller se promener sur la colline que nous voyons au-dessus pour le matin, dit-il, aller faire sa prière en attendant que la fenêtre de Madame de Warens s'ouvre. Alors, il va rencontrer Madame de Warens dans des circonstances un peu surprenantes. D'abord, il est en fuite, il est en apprentissage chez un graveur, et puis il ne rentre pas suffisamment tôt à Genève. Les portes de la ville sont fermées, et puis il décide de s'enfuir. De faire une fugue. Oui. Donc là, il se retrouve à Annecy, et bon, l'atmosphère est particulière parce que c'est l'atmosphère de la contre-réforme. Bon, c'est une zone frontalière. Il y a des hostilités ou des conflits entre les calvinistes genevois et les catholiques savoyards. Alors comment Rousseau va s'inscrire dans cette histoire un peu compliquée ? Eh bien, il va être en quelque sorte récupéré par un réseau qui existe
et qui est chargé de convertir les protestants au catholicisme. Et Madame de Warens est l'une des principales actrices de ce réseau. Elle touche même une pension du roi pour remplir ce rôle et elle va effectivement l'envoyer à Turin pour se convertir au catholicisme. Et Rousseau est très vite convaincu parce qu'en voyant Madame de Warens, et lors de cette première rencontre qui est restée mémorable, il dit qu'évidemment elle ne pouvait manquer de mener en paradis. Il y a toute une dimension symbolique de la rencontre sur laquelle insiste beaucoup Rousseau. C'est le premier jour du printemps, le 21 mars 1728, c'est le jour des rameaux. Et puis bon, comment on peut imaginer cette rencontre ? Rousseau est très intimidé en fait par cette première rencontre, donc c'est un tout jeune homme. Les gravures romantiques nous le montrent, ayant échappé son papier sur lequel il avait inscrit ce qu'il devait dire à Madame de Warens, qui se trouvait toujours embarrassée de parler oralement, dit-il. Il a toujours été plus à l'aise à l'écrit. Et donc, il est vraiment stupéfait de cette rencontre et c'est resté un petit peu le modèle de toutes les rencontres du roman. Et elle a une telle importance que les dernières lignes que va écrire Rousseau sont justement dans la 10e promenade des rêveries, le récit de cette première rencontre. Et ce sont les dernières lignes qu'écrira Rousseau. Je suis né à Genève en 1712 d'Isaac Rousseau, citoyen, et de Suzanne Bernard, citoyenne. Ma mère, fille du ministre Bernard, était plus riche. Elle avait de la sagesse et de la beauté. Ce n'était pas sans peine que mon père l'avait obtenue. Je coûtais la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Je n'ai pas su comment mon père supporta cette perte, mais je sais qu'il ne s'en consola jamais. Il croyait la revoir en moi, sans pouvoir oublier que je la lui avais ôtée. C'est ici aussi qu'il va faire l'apprentissage des rêveries. Oui, je pense qu'ici, il commence à faire des promenades pédestres. Certaines sont décrites dans les confessions en compagnie de Madame de Warens, par exemple, à Montagnol. Et c'est un moyen pour lui d'aviver sa pensée. Lorsqu'il arrive à Chambéry, il décrit son passage près de la cascade de Coux, qui existe, on peut voir dans les environs. Et il dit qu'il avait besoin de cette marche à pied pour pouvoir réfléchir finalement. C'est un moyen pour lui de pouvoir avoir un rythme de pensée et peut-être ensuite un rythme d'écriture. Que de rien, que des misères ne faut-il point que j'expose. Dans quels détails révoltants, indécents, puérils et souvent ridicules ne dois-je pas entrer pour suivre le fil de mes dispositions secrètes, pour montrer comment chaque impression qui a fait trace en mon âme y entra pour la première fois. La relation de Rousseau à la musique est à la fois complexe et un peu paradigmatique de son attitude. On peut considérer que cette passion constitue d'ailleurs un des leitmotifs des confessions, et c'est une passion qu'il décrit lui-même comme aussi consumante que l'amour. Et donc il fait encore remonter cette passion à sa petite enfance, à l'époque où il fut séduit par les chants
de sa tante. Donc il aborde déjà la musique d'un point de vue essentiellement existentiel et affectif. Mais c'est peut-être pas simplement anecdotique, parce que ce rapport va modeler aussi toute son approche théorique, André Charac. Ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, Rousseau, qui est très prompt à renier des prises de position qu'il a pu avoir dans les Confessions, dans les rêveries du promeneur solitaire, son engagement dans l'entreprise encyclopédique, par exemple, ou son intérêt pour la philosophie naturelle, insiste, c'est d'autant plus frappant, sur la constance de son goût pour la musique, de son goût et de sa passion pour la musique. Dans les Confessions, vous mentionniez cet ouvrage au livre 5, il dit qu'il est né pour cet art, qu'il a commencé de l'aimer dès son enfance et que c'est le seul art qu'il ait aimé constamment tout au long de sa vie. À la fois, c'est une vocation ratée. Oui, c'est une vocation ratée parce que on peut imaginer que Rousseau espérait se faire un nom au titre de musicien et que son importance dans l'histoire, sinon de la musique, en tout cas des philosophies de la musique, est restée purement théorique, voire polémique. Donc à la fois on peut considérer que cette dimension affective, il va aussi la théoriser dans son approche générale de la musique, enfin disons dans son approche esthétique et philosophique, puisqu'il la considère comme le langage même de l'intériorité. Oui, il la considère d'une façon relativement traditionnelle à cette époque comme la langue des passions. Alors, au fond, c'est ce qui caractérise l'ensemble des théories de la musique à l'âge classique depuis la Camerata Bardi. Mais alors, chez Rousseau, évidemment, cela reçoit une coloration tout à la fois existentielle, vous l'avez dit, et théorique forte, dans la mesure où il propose une théorie très structurée des passions. Pour lui, la musique doit être apte d'abord à toucher le cœur, comme il le dit. Oui, c'est ça. Et même, plus précisément, à toucher l'âme. Ce qu'il y a de frappant, c'est que la passion, c'est-à-dire au fond, selon le livre 4 de l'Émile, l'expansion de la sensibilité active est, si elle s'inscrit dans un ordre des choses inadéquat, catastrophique. J'entends par là que Rousseau se reproche souvent le premier mouvement de son cœur. Dans les rêveries du promeneur solitaire, c'est très frappant. Et qu'il estime qu'il ne récupère sa liberté qu'après coup, en se remémorant les épisodes dans lesquels il s'est trouvé engagé, et donc en se mettant à l'écart de la passion qu'il éprouvait. Ce qu'il faut lire ici, c'est moins une description du caractère catastrophique des passions que le rapport toujours constant que Rousseau établit entre les objets dont il parle et les rapports dans lesquels ces objets s'inscrivent. Il en va de même, au fond, pour la musique. Dans un mauvais état du rapport social, la passion est néfaste pour l'individu. D'abord parce qu'elle l'asservit, passion suppose le jeu de l'imagination, elle l'asservit à des désirs fictifs, et ensuite parce que quand elle prend son élan chez un cœur authentique, elle le précipite dans des situations catastrophiques. À l'inverse, la passion est indissolublement liée à la liberté lorsqu'il s'agit de considérer un état de rapport où une communication authentique avec autrui est envisageable. Mais ce qui est peut-être plus compliqué, c'est la relation qu'il fait entre l'écoute de son cœur et les impératifs moraux. Pour Rousseau, de fait, la voix de la conscience se prononce instantanément, immédiatement, de façon, je dirais, très rapidement, intuitive. Néanmoins, Rousseau est un rationaliste. La voix de la conscience ne se prononce que chez un individu dont la raison s'est développée. La voix de la conscience se prononce toujours sur les rapports que la raison est susceptible de lui présenter. Et on retrouve ici cet ancrage de l'individualité libre dans des rapports sociaux. Si la raison ne peut présenter à l'individu que des rapports catastrophiques, la conscience choisira l'orientation la moins mauvaise. C'est ainsi que Rousseau se justifie d'avoir abandonné ses enfants. Le cœur de Thérèse, dont la raison est fort peu développée, se scandalise. En revanche, la conscience de Rousseau, qui se prononce sur une situation objective, choisit l'option la moins mauvaise, si j'ose dire. Ce que je veux dire par là, c'est que la théorie rousseauiste de la conscience est une théorie tout à la fois intuitive, mais aussi rationaliste de la moralité.
L'enfant qui n'a qu'à vouloir pour obtenir se croit le propriétaire de l'univers. Il regarde tous les hommes comme ses esclaves. Et quand enfin l'on est forcé de lui refuser quelque chose, lui, croyant tout possible quand il commande, prend ce refus pour un acte de rébellion. Toutes les raisons qu'on lui donne dans un âge incapable de raisonnement ne sont à son gré que des prétextes. Il voit partout de la mauvaise volonté, le sentiment d'une injustice prétendue aigrissant son naturel. Il prend tout le monde en haine et sans jamais savoir gré de la complaisance, il s'indigne de toute opposition. L'Émile est l'un des textes phares de l'œuvre de Rousseau. On ne sait pas très précisément à quelle période il commence à le rédiger. Sa correspondance ne donne guère d'indications à ce sujet. On peut dire que c'est un livre qui est en chantier aux alentours de 1758, que sa rédaction est achevée début octobre 1760. Bon, la première édition date de 1762 et il est immédiatement condamné comme un ouvrage impie et dangereux pour l'ordre public. Donc le 9 juin, Rousseau, averti de la condamnation, quitte Montmorency et rejoint la Suisse. Donc c'est encore un nouvel exil. À la fois le 11 juin, le livre est brûlé à Paris, mais Genève va le condamner peu de temps après. Donc cet ouvrage constitue une somme, un espèce de moment d'accomplissement de sa réflexion. Et on sait d'autre part que ce texte fut l'un des rares événements avec l'annonce de la Révolution française qui détourna Kant de sa promenade quotidienne. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que son rapport au texte est très singulier, puisque ce n'est pas tant les enjeux philosophiques qui vont retenir Kant que la beauté même du texte. Et il insiste en disant qu'il doit lire et relire Rousseau jusqu'à ce que la beauté de l'expression ne le trouble plus et qu'il puisse enfin le saisir en raison, comme il dit. Donc il faut absolument tenir compte de la richesse de l'articulation des différents registres en jeu dans le texte de l'Émile, Frédéric Worms. L'Émile est exemplaire à ce titre parmi les livres de Rousseau, mais il est exemplaire de ce qui est vrai aussi pour tous les livres de Rousseau. La phrase de Kant le montre bien. L'Émile peut se lire comme un traité d'éducation, mais il se lit aussi, comme tous les livres de Rousseau, avant tout comme un livre, c'est-à-dire comme un texte écrit dans un but rhétorique précis et comme un tout, et qui accroche le lecteur. Le lecteur est pris, et à ce titre, il fonctionne aussi comme un roman. Il porte d'ailleurs le titre d'un personnage, un personnage imaginaire, qui est inventé par Rousseau pour servir de modèle à son éducation, et qui est le premier personnage de ce qui deviendra le roman de formation à l'époque romantique et pendant tout le XIXe siècle. C'est à la fois donc un traité d'éducation, un roman de formation, et évidemment, dans le traité d'éducation, dans le roman de formation, c'est aussi une somme philosophique que Rousseau présente comme son livre fondamental avec les deux discours. Et donc, c'est un livre qui doit se lire à plusieurs niveaux. Donc, c'est aussi un livre de philosophie morale et politique. C'est un livre de philosophie morale, politique, de métaphysique aussi, qui comprend en lui un texte de métaphysique pure, on pourrait dire, qui est la profession de foi du vicaire savoyard. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas seulement un livre qui doit se lire à plusieurs niveaux, c'est un livre qui doit se lire plusieurs fois, en réalité, et dont on ne doit sacrifier aucune dimension au détriment d'une autre. Aucun texte ne présente le système. Aucun texte ne présente la philosophie de Rousseau en tant que telle et une fois pour toutes. Chaque texte vise un objectif particulier que son titre décrit en général, et c'est très clair pour Émile, c'est vraiment le roman d'Émile en même temps qu'une réflexion sur l'éducation. Émile est suivi de sa naissance jusqu'à son mariage et même sa paternité. Donc le livre est construit autour de la croissance de l'enfant, puis de son accession à la puberté, et enfin de son mariage et de sa paternité. Mais tous les livres de Rousseau exposent le même système. Aucun livre ne présente le système, mais tous le présentent pourtant. Et donc, il faut dégager des principes qui sont latéraux à tous les livres et qui exigent un travail d'interprétation. C'est-à-dire la lecture de Rousseau, comme le dit Kant,
commence par vous saisir, et si on n'est pas saisi, au fond, on n'a pas vraiment lu, mais ensuite, il faut se livrer à ce travail de la raison qui l'appelle, et qui est un travail véritablement de réflexion philosophique. Le premier moment qui intéresse Rousseau dans l'application, enfin dans l'épreuve de ces principes, c'est le moment où l'Émile devient un être moral. Oui, c'est l'exigence ultime, c'est d'en faire un être moral. Mais il s'agit de suivre Émile dans toute la progression de son existence. Et les 3 premiers livres de l'Émile, justement, visent à empêcher Émile de devenir un être moral trop vite. Il faut donc le traiter d'abord comme un être physique. Rousseau dit même, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, que la première éducation, l'éducation de la nature, c'est tout simplement le développement des organes. Et il s'appuie là sur l'étymologie du mot éducation, sortir de, au fond, la croissance physique du corps et l'éducation de la nature. Le rôle de l'éducateur, du pédagogue, a vraiment son importance et Rousseau le qualifie d'un terme tout particulier puisqu'il l'appelle le gouverneur d'Émile. Tout à fait, il a une importance fondamentale, mais il a une importance négative. Au fond, le gouverneur est nécessaire, d'abord parce que la société est là. Le problème de l'éducation, on va y revenir, j'imagine, c'est qu'il faut former un être naturel, un corps d'enfant, mais il faut le former pour la société. Sinon, il suffirait de le mettre dans la forêt. Donc l'éducation naturelle ne suffit pas, il faut le former pour la société. Et pourtant, il faut attendre que cet enfant soit mûr, qu'il soit devenu un sujet moral précisément pour le former. D'où le gouverneur qui effectivement n'est pas un précepteur, c'est à ce mot surtout que Rousseau veut l'opposer, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui est chargé de transmettre des connaissances, mais c'est quelqu'un qui est chargé de conduire un individu. Et il y a des métaphores maritimes tout au long de l'Émile. Gouverneur, c'est aussi le gouvernail. Et c'est quelqu'un qui est chargé, effectivement, d'une tutelle effective. Rousseau dit bien que, normalement, le père devrait être chargé de l'éducation, surtout dans le contexte naturel, mais que, à défaut, il doit confier toute son autorité au gouverneur. Donc le gouverneur est chargé d'un droit politique, d'une autorité politique et d'une autorité morale. Et c'est Rousseau lui-même qui assume cette fonction. Autrement dit, il se donne un personnage imaginaire, Émile, et il se donne à lui-même le statut d'un personnage imaginaire. Rousseau est un personnage de son propre livre. Il dit « j'assumerai », on pourrait citer la phrase, il dit « j'assumerai cette fonction tout au long de mon livre », autrement dit, il dira « je ». Mais il faut bien comprendre que cette éducation négative, au fond, qui résulte du contexte social qui entoure l'enfant et dont il faut le protéger, n'empêche pas une éducation positive, qui est une éducation non pas du savoir ou de la culture de l'enfant, mais de son jugement et de sa connaissance. Il y a une éducation de la sensibilité et de la sensation, et puis de l'éducation du jugement ou de l'intelligence. Tout ceci accompagnant, au fond, dans les 3 premiers livres, la croissance physique. Le point important, c'est de former un individu. C'est l'éducation naturelle a pour objet la formation d'un individu, alors que l'éducation politique a pour objet la formation d'un citoyen, et que, au fond, il va falloir arriver à concilier les deux. La difficulté vient des préjugés de l'enfance, des maximes dans lesquelles on a été nourri, surtout de la partialité des auteurs qui, parlant toujours de la vérité dont ils ne se soucient guère, ne songent qu'à leur intérêt dont ils ne parlent point. Or le peuple ne donne ni chair, ni pension, ni place d'académie. Qu'on juge comment ces droits doivent être établis par ces gens-là. J'ai fait en sorte que cette difficulté fût encore nulle pour Émile. À peine sait-il ce que c'est que gouvernement. La seule chose qui lui importe est de trouver le meilleur. Son objet n'est point de faire des livres, et si jamais il en fait, ce ne sera point pour faire sa cour aux puissances, mais pour établir les droits de l'humanité.
Là, on arrive directement à l'intérieur de la maison. L'été, il y a toujours une impression de luminosité très forte parce qu'elle est ouverte sur le jardin et sur les arbres. Juste à côté, c'est le salon de musique, alors très important pour Rousseau. Lorsqu'il est à Chambéry, elle va avoir vraiment une très grande importance parce que à la fois Rousseau va pouvoir s'exercer à la musique. Madame de Varas organise des petits concerts de musique auxquels participe Jean-Jacques Rousseau. Et également, il va pouvoir devenir même professeur de musique. Alors, il n'était pas de son propre aveu à l'époque très doué en musique. Il dit qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais cela va lui permettre, d'une part, d'être introduit au sein de la société chambérienne, de pouvoir avoir des contacts et également de pouvoir lire. Par exemple, il rencontre Conzier, le marquis de Conzier, qui va lui ouvrir sa bibliothèque. Et je crois que cette importance de la musique, elle est à la fois traduite aussi par le rythme des phrases de Jean-Jacques Rousseau. La musique est de tous les beaux-arts celui dont le vocabulaire est le plus étendu et pour lequel un dictionnaire est par conséquent le plus utile. Si ce livre est bien fait, il est utile aux artistes. S'il est mauvais, ce n'est ni par le choix du sujet, ni par la forme de l'ouvrage. Ainsi, l'on aurait tort de le rebuter sur son titre. Il faut le lire pour en juger. Baroque. Une musique baroque est celle dont l'harmonie est confuse, chargée de modulation et de dissonance. Concours, assemblée de musiciens et de connaisseurs. Hymne, chant en l'honneur des dieux ou des héros. Licence, liberté que prend le compositeur et qui semble contraire aux règles, quoiqu'elle soit dans le principe des règles. Musicien. Ce nom se donne également à celui qui compose la musique et à celui qui l'exécute. Le premier s'appelle aussi compositeur, voyez ce mot. Donc si on veut un peu retracer ces différentes contributions, en fait il va commencer par des questions techniques, de notation musicale. Tout à fait. Ça correspond au fond à un premier moment des travaux de Rousseau dans le domaine de la musique, le moment où il essaie de faire carrière. Et il essaie de faire carrière comme un philosophe éclairé, c'est-à-dire en proposant une méthode rationnelle de notation de la musique. Il y a deux textes qui sont relativement importants. Un projet concernant de nouveaux signes pour la musique qu'il présente à l'Académie des sciences en 1742, et puis une dissertation sur la musique moderne, qui développe et corrige ce projet et qui paraît en 1743. Ces entreprises de réforme du système de la notation musicale ont échoué. Pour lui, c'est effectivement symptomatique de l'état tout à la fois du public et des musiciens, qui ne tolèrent pas de réforme et qui ne tolèrent pas même de voir simplifier les moyens qu'ils utilisent. Mais c'est un projet avant tout pédagogique. Le principe en est, je le simplifie, consiste à remplacer la notation sur la portée par une notation chiffrée, dont Rousseau s'épuise à expliquer qu'elle serait au fond plus facile à apprendre. Alors, c'est vrai pour certaines questions, dans la mesure où son système supprime l'usage des clés et facilite les transpositions. Mais on doit bien considérer qu'il est plus rationnel que raisonnable. Les procédés qu'il préconise ne se donnent pas aussi facilement à l'intuition que Rousseau l'affirme. Nous avons d'un côté, ici, Robert-Henri Bautier, une partition en premier jet, à une allure ultra rapide, vous voyez. Au fur et à mesure que l'inspiration vient, ça part, ça fuse, n'est-ce pas? Mais à côté, nous avons alors la partition définitive. La partition définitive. Alors voilà, une partition de ce type, n'est-ce pas?
les consolations et les misères de ma vie, avec j'ai perdu mon serviteur, j'ai perdu tout mon bonheur, mais dans lequel, là aussi, à l'imitation de tels grands artistes de la Renaissance, il écrivait à l'endroit, mais il voulait aussi écrire à l'envers, qu'on puisse lire à l'envers par transparence. Mais il a fait aussi, vous le voyez ici, la musique militaire. On n'y pense pas. Nous avons un petit ouvrage gravé, Idée de Rousseau sur la musique militaire, suivi de air pour être joué par la troupe marchande. Il va tout au long de sa vie s'intéresser à la transcription musicale également. Oui, il déclare que son véritable métier fut celui de copiste. C'est-à-dire qu'il s'occupait à copier de la musique. Et il le faisait bien. Il y a un long article consacré à ce sujet dans le dictionnaire de musique. C'est aussi un indice de l'attention que, d'une façon générale, Rousseau porte au métier et à la possession de pratiques. Il y a aussi le Rousseau compositeur. Oui. Donc, après ses essais de notation musicale, il y a Rousseau qui compose. Et il a composé un certain nombre de pièces. Il a composé un certain nombre de pièces. Il me semble que l'on peut en mentionner 3. Il s'agit d'abord des Muses galantes. C'est un ballet héroïque que Rousseau présente en 1744, dont il écrit la musique et le livret, et qui n'est pas une œuvre immortelle, mais enfin qui est l'occasion d'une première prise de contact avec Rameau extrêmement pénible, puisque selon le récit des Confessions, Rameau, pendant la représentation, manifesta une admiration tout à fait exagérée, parfaitement ironique, et conclut en disant que Rousseau avait copié la musique de ce ballet sur un musicien italien, et selon Rousseau, Rameau l'aurait qualifié de petit pillard sans talent et sans goût. Alors donc c'est un peu, comment dire, finalement, là que commencent les ombrages entre Rousseau et Rameau. Bon, faut dire qu'il a fait un peu de forcing pour pénétrer le milieu musical, et que tout ça se passe aussi chez Monsieur de la Pouplinière, Absolument. Qui était le mécène de Rameau. Alors bon, effectivement, disons globalement, il y a ce que vous disiez, le Rousseau un peu arriviste qui veut percer, puisque bon, là c'est l'époque juste après Chambéry. Et puis il y a ensuite ce qu'il a vécu en tout cas comme un drame, c'est-à-dire l'affaire de la princesse de Navarre, cet opéra-ballet dont le livret était de Voltaire et la musique de Rameau, autrement dit, qui était composée par ceux qui, à l'époque, figuraient au panthéon de Rousseau. Et c'est un épisode qui, selon Rousseau, fut très pénible, puisque Rameau, en fin de compte, refusa de voir son nom associé à celui de Rousseau, et c'est pas anecdotique, Rousseau ne reçut pour ce travail, dont il dit qu'il lui avait demandé beaucoup de peine, aucune gratification financière. C'était quelque chose d'important pour Rousseau, l'idée qu'un travail doit être payé. Et ça l'a révolté et profondément choqué, si on en croit le récit des Confessions. Mais alors donc, entre Rousseau et Rameau, si on veut un peu à aborder leur conflit. Donc, il se passe sur plusieurs registres. Il y a peut-être un conflit de génération, de sensibilité, d'esthétique. Puis bon, il y a le conflit entre le musicien de profession et puis l'autodidacte, bon, éclairé peut-être, mais que Rameau va toujours considérer comme un autodidacte. Donc, mais comment vous comprenez, disons, cette incompréhension, bon, même s'il y a eu quelques conflits repérables, et la rancune qui va opposer quand même les deux hommes. Oui. Alors, on peut l'expliquer des deux points de vue. Du point de vue de Rousseau, les attaques très violentes qu'il dirige assez tôt contre Rameau interviennent, il faut le voir, avant, enfin, pour une part, avant la querelle des bouffons. Et ça intervient donc à un moment où Rousseau se fâche avec les encyclopédistes et où les encyclopédistes, voire le discours préliminaire de d'Alembert, trouvent en Rameau l'exemple d'une démarche éclairée appliquée aux arts et qui, bon, la comparaison est un peu audacieuse, serait analogue à celle d'un Newton en physique. Donc le
l'opposition violente de Rousseau à Rameau, c'est aussi son opposition au clan des philosophes. D'ailleurs, il va répondre en 1755, Rameau, de manière anonyme et assez violente à Rousseau, oui. Dans ses erreurs sur la musique dans l'encyclopédie, Oui. puisque d'ailleurs c'est Rousseau qui était chargé Tout à fait. d'une grande partie des articles importants sur la alors, musique. il n'a pas écrit les articles consacrés aux instruments. De la même façon, il n'y a pas d'article sur les instruments dans le dictionnaire de musique. Mais effectivement, en 1748, Diderot lui commande les principaux articles sur la musique destinés à l'encyclopédie. Et Rousseau se plaint de ne pas disposer d'un temps suffisant pour les produire de façon convenable, et donc impute les reproches que Rameau lui adressa plus tard, d'une part aux exigences insupportables de Diderot, et d'autre part à la mauvaise foi de Rameau. Mais disons qu'au-delà aussi des problèmes de sensibilité relatifs au goût, notamment pour l'opéra italien, pour Rousseau, et pour l'opéra français en ce qui concerne Rameau, ce qui sépare Rameau, que d'ailleurs je crois que c'est d'Alembert caractérisait de Descartes de la musique, c'est aussi malgré tout une approche du phénomène musical complètement différente. Une approche différente d'un point de vue théorique. Oui, mais pas tant que ça. Les articles que Rousseau écrit pour l'encyclopédie sont des articles, au fond, ramistes, dans lesquels Rousseau introduit des aménagements plus ou moins habiles. Et enfin, le dictionnaire de musique, beaucoup plus tard, s'inscrira, alors de façon explicite cette fois-ci, dans le cadre de la théorie ramiste. Mais en même temps, on peut quand même noter qu'il n'a pas les ressources théoriques requises pour opposer un système constitué à celui de Rameau. Il y a une question, cette fois-ci plus proprement musicale, qui tient, dans son interprétation philosophique, à l'opposition fameuse harmonie-mélodie, et puis au fait que Rameau est représentatif d'une musique, si j'ose dire, pompeuse, monarchique, à laquelle Rousseau opposera les charmantes aventures du devin du village. Ici, alors l'édition, le devin du village intermède représenté à Fontainebleau, devant leur majesté, le 18 et 24 octobre 1752, c'est très tôt relativement, et à Paris par l'Académie royale de musique. Et vous voyez les noms des souscripteurs, j'ai ouvert à cette page, parce que cet homme que l'on donne toujours, qui se donne peut-être comme aux idées les plus avancées, le père en quelque sorte de la Révolution française et de la République. Ici, nom des souscripteurs pour son ouvrage, la reine, Madame Belle-Sœur du Roi, la femme du futur Louis XVIII. Madame la comtesse d'Artois, Belle-Sœur du Roi, la femme du futur Charles X. Le duchesse de Chartres, le duchesse de Bourbon et la pauvre princesse de Lamballe. Vous voyez, voici qui a souscrit pour l'édition des œuvres musicales, tout au moins, de Jean-Jacques. Mais c'est essentiellement des femmes. Remarquez, comme vous continuez, si vous avez la liste complète, oui, il y a Madame d'Albert, Madame la princesse d'Arambert, etc. Il y a beaucoup de femmes, faut reconnaître. Il y a quand même Monsieur de Beaujean, entrepreneur des fortifications à Calais, et Monsieur de Berlaymont. L'oisiveté des cercles est tuante, parce qu'elle est de nécessité. Celle de la solitude est charmante, parce qu'elle est libre et de volonté. Dans une compagnie, il m'est cruel de ne rien faire, parce que j'y suis forcé. Il faut que je reste là, cloué sur une chaise ou debout planté comme un piquet, sans remuer ni pieds ni pattes, n'osant ni courir, ni sauter, ni chanter, ni crier, ni gesticuler quand j'en ai envie, n'osant même pas rêver, ayant tout à la fois tout l'ennui de l'oisiveté et tout le tourment de la contrainte, obligé d'être attentif à toutes les sottises qui se disent et à tous les compliments qui se font, et de fatiguer incessamment ma Minerve pour ne pas manquer de placer à mon tour mon rébus et mon mensonge. Et vous appelez ça de l'oisiveté? C'est un travail de forçat. Confession, livre 12. Rousseau est assez paradoxal parce qu'il ne faut pas contrarier le désir ou la nature intérieure de l'individu, mais il faut le réconcilier dans ce qui pourrait
être menaçant dans ce processus d'unité. Voilà, tout le problème de l'éducation moderne est là. Au fond, il y a 3 solutions pour l'éducation selon Rousseau. Il y a l'éducation purement naturelle. L'éducation purement naturelle, la nature s'en charge. Autrement dit, elle n'est plus possible. À défaut, on peut remplacer un ordre de finalité par un autre, c'est-à-dire faire une éducation radicalement contre nature. Éduquer l'individu pour la cité. Dès lors, il ne sera plus considéré comme un individu, mais uniquement comme une partie d'une communauté. Et on abolira le système de ses fins naturelles, c'est-à-dire par exemple le plaisir-douleur, pour le remplacer par des fins politiques, le plaisir et la douleur non plus de l'individu, mais de la communauté. C'était, selon Rousseau, le principe de l'éducation des anciens, de l'éducation antique, et notamment de la République de Platon, mais au fond aussi de la politique d'Aristote. Il fallait former non pas un individu, mais un citoyen, le critère étant qu'il était capable de sacrifier son plaisir et sa douleur personnelle pour ceux de la cité, et notamment de sacrifier sa vie. Or, selon Rousseau, cette solution politique complète, qu'il défendait encore dans le discours sur l'économie politique de 1755, n'est plus possible aujourd'hui. La société moderne est une société mixte où vit le bourgeois, comme il dit, c'est-à-dire un individu qui veut vivre en tant qu'individu, qui n'est pas prêt à sacrifier sa vie pour la cité, et qui pourtant n'est plus non plus dans l'état de nature, puisqu'il vit de fait dans une société. Le problème de l'éducation, c'est donc de passer d'un mauvais mixte, celui du bourgeois qui vit tout le temps sur 2 plans, qui est tout le temps hypocrite, qui d'un côté est l'homo economicus chargé de défendre ses intérêts individuels et de l'autre côté un citoyen incomplet, de le remplacer par un bon mixte, c'est-à-dire par un sujet naturel, individuel, qui pourtant peut devenir un citoyen sans cesser d'être un individu. Et tout le problème va donc se poser, premièrement, d'éviter une mauvaise socialisation, éducation négative, et deuxièmement, de produire une bonne socialisation, c'est-à-dire de produire, à partir des sentiments naturels de l'individu, ce que les Grecs produisaient à partir de leur abolition, un désir de justice, une appartenance aux politiques, jusqu'au sacrifice de ses intérêts personnels et particuliers. Et donc là, le gouverneur va avoir un rôle un peu ambigu, parce qu'il va falloir qu'il ruse. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, il va falloir former un individu pour la cité, et donc le dépasser en tant qu'individu. C'est une ruse de la raison. Effectivement, la raison doit manipuler les passions. Mais ça ne marcherait pas, ça ne serait justement pas applicable si la fin ultime ne restait pas également le bonheur de l'individu. Au fond, il faut faire le bonheur de l'individu malgré lui, et c'est aussi une ruse de la sensibilité. Et donc, on ne produira pas un sujet juste, un citoyen, si on ne produit pas aussi un sujet moral capable non seulement de bonté, mais de bonheur. Il faut que le citoyen moderne soit heureux. J'ai vu peu d'hommes heureux, peut-être point. Mais j'ai souvent vu des cœurs contents. Et de tous les objets qui m'ont frappé, c'est celui qui m'a le plus contenté moi-même. Je crois que c'est une suite naturelle du pouvoir des sensations sur mes sentiments internes. Le bonheur n'a point d'enseigne extérieure. Pour le connaître, il faudrait lire dans le cœur de l'homme heureux. Mais le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche, et semble se communiquer à celui qui l'aperçoit. Rêverie du promeneur solitaire, 9e promenade. Rousseau se pose à la fois la question du bonheur et de la justice. Il lui faut les deux. Donc la ruse est une ruse faite dans l'intérêt de la raison en soi, mais aussi dans l'intérêt de l'enfant, puis de l'adolescent, puis du jeune homme. Tout se passe au moment de la puberté, c'est-à-dire au moment du début du livre 4, qui est probablement un des plus grands textes de Rousseau et de la philosophie dans son ensemble. Rousseau va interpréter philosophiquement la puberté. La puberté désigne dans l'individu le moment où un autre individu lui devient nécessaire. L'individu cesse d'être autosuffisant. Il faut donc qu'il y ait un lien social. L'idée de Rousseau, c'est d'utiliser ce sentiment naturel qui rapporte naturellement l'individu humain à autrui pour y trouver le fondement du lien politique. Mais cela ne va pas de soi. Dans l'état de nature, le désir amoureux, l'instinct de reproduction, ne produit aucun lien social. Rousseau décrit l'homme sauvage,
s'accouplant avec une compagne de rencontre et ne créant par là aucune famille. Dans l'état social, le désir amoureux fonde une communauté, ou plutôt il fonde précisément une rivalité entre les hommes. Il fonde une société déchirée. L'idée de Rousseau, c'est donc d'utiliser le désir amoureux pour fonder une nouvelle communauté qui ne soit pas menacée constamment par les rivalités amoureuses qui vont naître nécessairement avec elle et par l'amour-propre. La solution, c'est d'abord qu'il va falloir, au fond, donner un objet unique à ce désir amoureux. Donc il va créer Sophie. Il va créer Sophie. Il faut donner à Émile Sophie pour qu'il ne soit plus tenté par toutes les autres. D'abord, c'est-à-dire par d'éventuelles Julie, par d'éventuelles Charlotte, par d'éventuelles Manon, etc., etc. Et donc c'est d'abord un objet imaginaire. C'est une idée proposée à Émile, personnage lui-même fictif. Donc c'est donc une fiction proposée à un personnage de fiction. Émile recherche Sophie, qui est d'abord pour lui un modèle imaginaire. Donc, il faut donc c'est une espèce de fonction de cristallisation voilà, et qui permettra de parvenir à une forme de sublimation. Voilà. Rousseau invente par là l'amour romantique, c'est-à-dire l'amour qui n'est plus simplement une fonction sexuelle, bien sûr, qui n'est pas non plus fondé sur des valeurs transcendantes, comme l'amour courtois, orienté à partir de la quête du Graal, mais l'amour d'un individu pour lui-même, par un autre individu, pour refonder une deuxième unité. Au fond, entre le moment où apparaît le désir sexuel et le moment où il trouve son accomplissement dans Sophie, qui va mener au mariage et à la paternité, on peut utiliser le rapport à autrui qui est apparu pour insérer malgré lui dans l'individu toutes les vertus sociales et toutes les dimensions qui vont faire de lui un citoyen politique. Le mariage étant, pour Rousseau, au fond, l'unité d'un lien naturel et d'un lien politique. Le mariage et non pas la famille, mais quand même le mariage, et Rousseau, en même temps que l'amour romantique, a fondé aussi l'idée de la femme vertueuse, l'idée du mariage avec la fidélité qui doit accomplir le lien du naturel et du politique. Mais justement, dans cette espèce de détournement et de contrôle, on peut aussi imaginer un certain risque d'échec dans la mesure où ce que vous nous présentiez comme cette espèce de fiction puisse devenir une quête sans fin. C'est d'ailleurs un peu comme ça que la littérature romantique a propagé cette idée. Évidemment, la ruse de Rousseau, c'est que Sophie va apparaître, elle existe, il l'avait déjà choisie, il l'avait repérée, elle avait subi l'éducation des filles, pour laquelle Rousseau propose un mini-traité sur le modèle prolongé du traité de ce titre de Fénelon. Cependant, tout n'est pas réglé, puisque à la suite de l'Émile, Rousseau écrira quelques lettres qui devaient former un roman, Émile et Sophie ou les solitaires, et là ça se passe très mal, hein. Tout est perdu, et là on voit poindre Paul et Virginie, Chateaubriand, enfin tout le roman romantique. Rousseau a influencé la culture moderne beaucoup plus profondément qu'on ne le croit généralement, sans qu'il y ait de coupure entre une influence littéraire, une influence politique, une influence philosophique, précisément parce qu'il n'y en avait pas dans son œuvre, en fait. La grande force de son œuvre, c'est que justement, la nécessité de la fiction vient de la théorie, la nécessité de la théorie est criante dans la fiction, et réciproquement. Dans un vallon fort bien nommé Travers, s'élève un mont, vrai séjour des hivers. Son front altier se perd dans les nuages, ses fondements sont au creux des enfers. Au pied du mont sont des antres sauvages, du dieu du jour ignoré à jamais. C'est de Rousseau le digne et noir palais. Là, se tapit ce sombre énergumène, cet ennemi de la nature humaine, pétri d'orgueil et dévoré de fiel. Il fuit le monde et craint de voir le ciel. Et cependant, sa triste et vilaine âme
du Dieu d'amour a ressenti la flamme. Voltaire, la guerre civile de Genève, chant 3. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Gavroche, veux-tu revenir? Joie et mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Reviens, Gavroche, tu vas trop loin. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Alors les relations de Rousseau avec Voltaire sont assez épiques. Bon, d'abord parce qu'elles démarrent sur un malentendu. Voltaire va le confondre avec Pierre Rousseau, un auteur dramatique. Et puis son discours sur les sciences et les arts n'impressionne pas Voltaire. Donc finalement cette relation, alors que Rousseau éprouve beaucoup d'admiration pour Voltaire, commence mal. À lire le discours sur l'inégalité, Voltaire dit « il vous prend l'envie de marcher à quatre pattes ». Donc c'est vraiment aussi une sanction très dure. Voltaire n'a en fait lu le discours que très superficiellement. Et il a confondu Rousseau avec les primitivistes que l'on pouvait trouver de son temps. Mais en fait, l'hostilité de Voltaire va naître d'un autre événement. C'est en 1758 la publication de la lettre à d'Alembert sur les spectacles. Et donc, effectivement, Voltaire va même reprocher à d'Alembert, finalement, la désunion, des philosophes. Il la reproche pas directement à d'Alembert, mais il dit que les philosophes sont désunis et que c'est contre son Jean-Jacques qu'il est très en colère, oui. Parce que il le qualifie même d'archi-fou, qui aurait pu faire quelque chose s'il avait accepté de se laisser conduire par d'Alembert. Hein. Mais c'est exactement ça. Voltaire, qui n'est évidemment pas stupide, a fort bien compris, même s'il est dans une toute autre ligne esthétique que Rousseau, Voltaire a fort bien compris l'importance de Rousseau, écrivain et polémiste. Il aurait donc été enchanté de voir un Jean-Jacques se ranger dans le parti des philosophes et ajouter une plume particulièrement brillante à ce clan, à ceux que l'on désigne alors comme une secte. C'est bien pourquoi il explique à d'Alembert, en effet, que Rousseau est cet archi-fou qui a contribué à semer la discorde dans le camp des philosophes, et qui, aux yeux de l'opinion publique, et plus particulièrement, bien entendu, aux yeux de l'opinion dévote, de l'opinion religieuse, montre cette division interne du clan des philosophes. C'est aussi pour ça, bien entendu, qu'il lui en voudra férocement. Mais vous ne considérez pas qu'il y a peut-être aussi le mépris un peu aristocratique de Voltaire par rapport à l'autodidacte Rousseau, puisque il le qualifie d'espèce de Diogène qui a juste trouvé 4 ou 5 douves pourries, oui. Et puis qui se met dedans pour aboyer et qui abandonne ses amis. Là, c'est un jugement de valeur un peu moral. Oui, ça touche à cette philosophie à la Diogène, c'est-à-dire une philosophie de la pauvreté, de la liberté, de l'indépendance, par laquelle d'ailleurs Rousseau semblait en effet faire un peu la leçon à ses anciens amis, les philosophes, qui pouvaient se sentir irrités de voir Rousseau non seulement leur faire la leçon, mais essayer aussi de leur donner l'exemple de la vie qu'il devrait mener. Il reste néanmoins un point sur lequel Rousseau et Voltaire s'accordent, c'est-à-dire que de l'œuvre de Rousseau, Voltaire retient au moins sa confession de foi du vicaire savoyard, puisque même s'il critique l'Émile, on dit qu'il a fait relier en marocain la 50aine de pages qui concernent le texte. Et cela dans la mesure où cette profession de foi se compose au fond de 2 parties. La première est celle qui concerne l'établissement d'une religion naturelle, c'est-à-dire d'un déisme. Et bien sûr, le déisme de Rousseau, qui est un déisme sentimental, ne correspond pas au déisme rationaliste de Voltaire, mais enfin, ça reste un déisme. Mais Voltaire pouvait surtout y apprécier la deuxième partie de la profession de foi, qui est une critique extrêmement sévère des religions révélées, où Rousseau s'en prend au miracle, à la Bible, exactement dans le ton que pouvaient employer les autres philosophes, et Voltaire en particulier. Voltaire retrouvait donc là l'homme qui aurait pu combattre aux côtés des philosophes. Quelle est,
en un mot la place de la profession de foi du vicaire savoyard dans le livre 4 de l'Émile. Au fond, dans la première partie de ce livre, on voit Émile arriver naturellement, à travers la pitié notamment, à des sentiments moraux et politiques. Il arrive à transformer son désir amoureux en sentiment social et culmine dans un sentiment de justice. Il y a déjà un résultat qui est un résultat très important et qui est très important pour la philosophie politique moderne et même pour la philosophie politique contemporaine. Les valeurs politiques, notamment la justice, l'intérêt général, la raison formelle, ces valeurs rationnelles, générales, ces lois, elles sont retrouvées de l'intérieur du sentiment individuel. L'individu en fait pour lui-même la règle de sa vie. Autrement dit, Rousseau concilie ce qu'on oppose aujourd'hui, notamment autour des théories de John Rawls sur la justice, à savoir d'un côté une théorie formelle, ou une théorie déontologique du bien et du juste, qui le déduit de règles générales, un peu comme c'est le cas chez Kant, et une théorie morale, une théorie qu'on appelle téléologique, une théorie qui en fait une fin morale pour l'individu. Pour Rousseau, les devoirs formels doivent aussi être désirés, aimés, de l'intérieur du sentiment individuel lui-même. La justice est à la fois une valeur formelle et une vertu individuelle. L'homme juste désire la justice. Il y a donc déjà un grand succès dans la première partie du livre 4. Et pourtant, cette justice qui est à la fois la justice d'Émile et la justice politique, elle n'a pas encore son fondement métaphysique. Il lui manque d'être relié à la justice du tout de l'univers, à la justice qui doit être celle, au fond, de l'auteur des choses, sur lequel s'était ouvert l'Émile. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. On doit pouvoir donner à cette justice un fondement métaphysique. Et c'est le rôle de la profession de foi du vicaire savoyard. Mais là encore, Émile lui-même n'est pas mûr. Émile n'est pas mûr, et si on lui parle trop tôt de métaphysique, on gâche tout. C'est pourquoi Rousseau va inventer une situation fictive, un jeune homme qui ressemble à s'y méprendre à Rousseau lui-même. Un jeune homme qui a été perverti trop tôt par la société, qui, comme Rousseau lui-même, a quitté sa ville sur étourderie. On sait que Rousseau a quitté Genève parce qu'il est resté trop tard dans les champs et que les portes de la ville étaient fermées. Il est parti en Italie, il est devenu catholique malgré lui. Le jeune homme, c'est un peu la même situation. Quelqu'un donc d'entièrement perverti par l'ordre social. Quelqu'un qui ne voit plus que le mal partout, qui ne voit plus que l'injustice. Et le vicaire savoyard va le ramener à la justice et au bien à travers donc une méditation métaphysique. Le but est donc bien moral. Il s'agit d'arriver au même résultat qu'Émile, mais non plus par un progrès naturel, sans contradiction, mais en surmontant les contradictions de l'homme moderne. Il y a donc deux chemins pour arriver à la moralité et à la justice. L'un qui est un chemin idéal, celui de l'éducation d'Émile, qui ne rencontre pas la contradiction et qui ne rencontre pas non plus le souci du fondement, et l'autre qui est le chemin heurté de chacun d'entre nous, au fond, qui n'avons pas eu le gouverneur qui est Rousseau, mais qui au contraire avons été plongés malgré nous dans la société. Le cas le plus terrible, ou le plus difficile à surmonter, étant justement celui de l'auditeur du vicaire savoyard. Pour ce faire, le vicaire savoyard va au fond raconter sa propre expérience. Lui-même a une expérience malheureuse. C'est la conscience malheureuse. Quelle est la conscience malheureuse ? À tous égards. Il n'est que vicaire, il voudrait être curé. Il est savoyard, il est en Italie. L'entretien se passe à Turin. Il a été exilé pour une faute sexuelle d'ailleurs, puisque jeune vicaire, il n'avait pas compris au fond que la chasteté que ça entraînait. Et il a avoué benoîtement une faute que l'hypocrisie sociale, au fond, lui a renvoyé. Il a refusé. Enfin, l'a condamné. Voilà. Et donc ça s'est très mal passé. Et donc il expose comment lui-même, malgré ce malheur social, a atteint le sentiment de la justice. Donc c'est le surmontement de l'expérience du mal. Voilà. La profession de foi du vicaire savoyard, c'est surmonter l'expérience du mal sous trois formes. Le malheur, ressenti par la conscience, la méchanceté des hommes, qui contredit la justice de Dieu, et au fond le mal comme tel, et son fondement métaphysique. Donc il y a là un parcours métaphysique qui va aboutir à la découverte de la conscience. La conscience étant avant tout un sentiment. C'est ça qu'on oublie trop souvent chez Rousseau. Elle est reliée à la raison, qui fonde la justice, à la liberté, qui permet de la mettre en œuvre. Mais la conscience, c'est précisément un sentiment. C'est ce qui nous entraîne, malgré nous, vers la justice. Elle reste donc naturelle. C'est ce qui entraîne aussi Julie dans la Nouvelle Héloïse. Et Rousseau l'a découverte dans des lettres à Sophie de Houdetot, donc des lettres dites lettres morales, qui sont l'anticipation de la profession de foi du vicaire savoyard.
l'être moral. Nous ne savons rien, ma chère Sophie, nous ne voyons rien. Nous sommes une troupe d'aveugles, jetés à l'aventure dans ce vaste univers. Chacun de nous, n'apercevant aucun objet, se fait de tous une image fantastique, qu'il prend ensuite pour la règle du vrai. Et cette idée, ne ressemblant à celle d'aucun autre, de cette épouvantable multitude de philosophes dont le babil nous confond, il ne s'en trouve pas deux seuls qui s'accordent sur le système de cet univers que tous prétendent connaître, ni sur la nature des choses que tous ont soin d'expliquer. D'abord, La Nouvelle Héloïse est un roman somme, c'est un roman synthèse. C'est l'œuvre dans laquelle Rousseau s'est mis tout entier, cœur et passion, mais surtout, il libère une formidable puissance émotionnelle. La Nouvelle Héloïse est, dans l'histoire des lettres françaises, le premier roman pour lequel on possède des lettres, non pas de critiques ou de spécialistes de la littérature, mais de lecteurs. De lecteurs de tout genre, de l'homme de la rue. Et ces lettres sont absolument saisissantes. Rousseau apparaît avec La Nouvelle Héloïse comme un véritable directeur de conscience, comme le messie d'une nouvelle révélation morale, avec des explosions de sentimentalité qui nous paraissent extraordinaires aujourd'hui, mais qui sont dans ces lettres monnaie commune. Pour ne citer qu'un exemple, je pense à celui du général Thiébaut, qui, 20 ans après sa lecture de La Nouvelle Héloïse, rapporte qu'il s'était enfermé pour lire à l'aise, et, dit-il, « J'arrivais à la dernière lettre de Julie à Saint-Preux, ne pleurant plus, ne criant plus, mais hurlant comme une bête. » Nos prédicateurs se tourmentent, se mettent en sueur dans les temples, sans qu'on sache rien de ce qu'ils ont dit. Après s'être épuisés à crier pendant 1 heure, ils sortent de la chaire à demi-mort. Assurément, ce n'était pas la peine de prendre tant de fatigue. Monsieur d'Alembert croit qu'on pourrait débiter le récitatif français à l'italienne. Il faudrait donc le débiter à l'oreille, autrement, on n'entendrait rien du tout. Essai sur l'origine des langues. Ce qui est singulier, c'est que Rousseau finalement articule le beau musical à l'éloquence, oui, dans le discours. Donc, comme vous l'avez dit, comme moyen d'exciter chez celui qui écoute certaines passions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il insiste aussi sur le fait que c'est la raison pour laquelle, dans les sociétés antiques, qui est son modèle, on mettait en vers et leur histoire et leur loi. On peut au fond distinguer ça en 2 points. L'éloquence est requise, mais elle est même requise dans la société du contrat, pour que le peuple adhère sincèrement à des lois dont il ne pénètre pas la complexité. Dans la mesure où l'éloquence ne requiert pas, au fond, la compréhension parfaitement explicite de l'idée que l'on transmet, effectivement, on peut adhérer aux lois sans saisir l'ensemble de rapports dans lequel elles sont inscrites. Rousseau affirme effectivement que chez les anciens, on chantait les lois. C'est un rapport à l'éloquence, c'est l'indice d'une adhésion intime vécue à l'ordre social. C'est une unité du peuple. Oui, tout à fait, c'est un peu effectivement ce que Hegel appellerait la belle totalité. D'où la référence à Platon qu'on trouve à l'article musique du dictionnaire de musique. Platon, selon qui il n'y aurait pas de changement dans la musique qui n'ait des implications dans la constitution de l'État. Ça relève effectivement de l'éloquence qui permet d'obtenir de l'auditeur un assentiment passionnel sur des questions dont il ne pénètre pas la complexité. Donc on atteint son cœur. Tout à fait, on atteint son cœur. Si la complexité ne lui est pas intelligible, il faut qu'on atteigne ses sentiments. L'exemple des anciens, ça certifie le lien entre une musique vraiment expressive et la pureté des mœurs.
Mais alors à la fois, là, on pourrait peut-être faire le reproche de manipulation par l'éloquence à Rousseau. Alors, Rousseau considère qu'on ne peut pas être éloquent si l'on n'est pas soi-même pénétré de l'amour des lois que l'on propose au peuple. Et que par conséquent, la possibilité d'une tromperie est exclue. Mais alors d'autre part, il y a aussi une autre dimension chez Rousseau, c'est que finalement, en privilégiant la voix, oui. Tant d'un point de vue politique que d'un point de vue d'agrément esthétique, il dévalorise l'écriture. Toujours du point de vue, au fond, on peut considérer que l'écriture remplit à l'égard de la langue un rôle analogue à celui de l'harmonie à l'égard de la musique, c'est-à-dire un rôle de supplément. L'écriture, c'est ce qui, s'agissant des problèmes politiques, se substitue à l'éloquence authentique. Autrement dit, on écrit non plus pour persuader, mais pour convaincre. La distinction entre persuader et convaincre chez Rousseau recoupe celle entre obliger et contraindre. Ce qui est frappant dans le dernier chapitre de l'Essai sur l'origine des langues, chapitre 20, c'est que Rousseau parle du rapport des langues au gouvernement et indique que dans les gouvernements modernes, à l'éloquence s'est substitué l'usage de la force, et l'usage de la force est équivalent à celui des placards dans les rues. Quand on ne peut plus persuader le peuple assemblé, on se contente de s'adresser à lui, dit Rousseau, je cite de mémoire, avec des soldats dans les maisons et des placards au coin des rues. Ce qu'il y a d'intéressant, me semble-t-il, lorsque Rousseau parle du rapport des langues au gouvernement, c'est la question des mœurs. Rousseau considère, ce qu'on a tendance à oublier, qu'une réforme individuelle et dans l'État n'est possible qu'en fonction d'un certain état des mœurs. C'est ce qui explique que la possibilité du contrat social est tout à fait exclue en France, par exemple. L'exercice catastrophique du gouvernement moderne trouve sa métaphore dans le tableau que Rousseau fait de l'orchestre moderne dans la lettre sur la musique française. Mais, donc la musique aussi oui, peut avoir une empreinte tyrannique. C'est ça. Dans le cas de l'exercice du gouvernement, comme dans celui de l'orchestre, il s'agit, selon Rousseau, de soumettre une multitude à un despote, au fond. Les individus, les musiciens dans l'orchestre ou les sujets, ne peuvent plus se régler sur la mesure ou sur les lois, et ils doivent s'en remettre à la volonté d'un seul. Je voudrais vous lire une citation très courte de la lettre sur la musique française où Rousseau parle de l'orchestre, mais qui a des implications politiques directes. « Il ne serait pas possible, dans un concert, de se passer de quelqu'un qui marqua la mesure à tous, selon la fantaisie ou la commodité d'un seul. » C'est ce qui se passe dans le cas du despotisme. Mais alors, au fond, ça ne serait pas très original si l'on estimait qu'il ne s'agit là que d'une situation qu'il s'agit de renverser. Ce qui me paraît très intéressant, c'est que la prégnance des mœurs interdit la réforme. Si j'ose dire, le public parisien y trouve son compte. Dans la mesure où il n'a plus l'usage d'une langue vraiment expressive, il ne peut plus apprécier autre chose que les agréments purement sensuels auxquels Rousseau veut réduire la musique de Rameau. Donc on a la musique que l'on mérite. On a la musique que l'on mérite. D'où la conclusion de la lettre sur la musique française. Les Français n'ont point de musique, et si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux. J'ai toujours aimé l'eau passionnément, et sa vue me jette dans une rêverie délicieuse, quoique souvent sans objet déterminé. Je ne manquais point, à mon lever, lorsqu'il faisait beau, de courir sur la terrasse, humer l'air salubre et frais du matin, et planer des yeux sur l'horizon de ce beau lac, dont les rives et les montagnes qui le bordent enchantaient ma vue. Je comprends comment les habitants des villes, qui ne voient que des murs, des rues et des crimes, ont peu de foi. Mais je ne peux comprendre comment des campagnards et surtout des solitaires peuvent n'en point avoir.
Confessions, livre 12. Le 12 avril 1778, Rousseau vient à peine d'achever ses rêveries qu'il dédiera à Madame de Warens, que le marquis de Girardin l'invite à Ermenonville. Alors ici nous sommes à l'abbaye de Chaly, très très proche du dernier jardin qui nourrira les rêveries de Rousseau, ses dernières rêveries. Alors il va rien écrire à Ermenonville. Il se contente finalement de vivre simplement, d'herboriser et de faire de la musique avec les enfants du marquis. Alors, le marquis de Girardin était un grand admirateur de Rousseau. Ici sont rassemblées toute la collection, enfin les preuves, les différentes traces de l'admiration du marquis de Girardin. Et en particulier, c'est des œuvres diverses qui n'étaient même pas publiées et qu'il a fait publier. Ses considérations sur le gouvernement de la Pologne, par exemple, et toute la famille a continué après lui, les fils et petits-fils, le fils et petit-fils, à collectionner tout ce qui est touché à Rousseau, jusqu'au dernier comte de Girardin. Et je signale, par exemple, une chose qui est quand même assez curieuse, c'est en ce qui concerne le contrat social, n'est-ce pas, qui a joué un rôle si important dans le développement de la pensée politique. Eh bien, nous avons l'exemplaire dédié au citoyen Bonaparte et son exemplaire personnel du contrat social, à une époque où Bonaparte était encore, disons, sinon jacobin, sinon républicain, enfin néanmoins ouvert aux idées nouvelles, qui n'étaient pas nécessairement napoléoniennes, n'est-ce pas? C'est assez curieux. Vous voyez ici, citoyen général, j'ai quelques pressentiments, dit Jean-Jacques Rousseau dans son 2e livre du contrat social, qu'un jour la petite île de Corse étonnera l'Europe. L'Europe demande aujourd'hui, citoyen général, quel est le lieu de votre naissance? La renommée répond à l'Europe, c'est l'île de Corse. Je suis citoyen général, etc. On va surtout découvrir Rousseau, précurseur des révolutionnaires, au moment même de la Révolution, ce qui est assez normal. De là d'ailleurs, en 1791, un texte de Louis-Sébastien Mercier qui s'intitule expressément « De Jean-Jacques Rousseau, considéré comme l'un des premiers auteurs de la Révolution ». C'était donc faire de Rousseau un père spirituel, un ancêtre fondateur. C'est en effet au cours de la Révolution, non pas que l'on découvre le contrat social, mais qu'on se met à exploiter la pensée politique de Rousseau. Or, la pensée politique de Rousseau est un fait complexe, même dans le contrat social. Et c'est ce qui explique que Rousseau sera finalement annexé, à plus ou moins bon droit, par toutes les factions révolutionnaires. Il y aura un Rousseau girondin, à la mode de Madame Roland ou de Louis-Sébastien Mercier. Il y aura un Rousseau à la manière de Robespierre. Il y aura un Rousseau communiste à la manière des babouvistes. Il y aura même un Rousseau aristocrate, revendiqué par conséquent par la droite. Bien entendu, dans tous ces cas, il s'agit de lecture partiale, de lecture partielle des textes de Rousseau, chaque partie s'efforçant d'isoler dans un texte complexe les passages qui peuvent sembler soutenir sa propre cause. Rousseau va donc traverser toute la période révolutionnaire en connaissant finalement son apothéose en octobre 1794, lorsqu'il est enfin transféré au Panthéon, dans une cérémonie à grand spectacle où l'on vient chercher ses restes à Ermenonville, où il reposait dans l'île des Peupliers, dans la propriété du marquis de Girardin, pour le transférer dans un long cortège salué au passage jusqu'à Paris par des foules enthousiastes, jusqu'à la grande cérémonie du Panthéon en octobre 94, qui marque véritablement son apothéose. Il va de soi que tous les historiens, tous les penseurs politiques, tous les publicistes, reviendront en effet sur Rousseau, soit pour dénoncer en lui l'ancêtre d'une sorte de despotisme populaire, et ce sera par exemple la pensée des libéraux au début du XIXe siècle, libéraux dont le chef est alors Benjamin Constant, ou au contraire pour exalter en lui l'ancêtre de toutes les libertés démocratiques. Et ce sera le cas, par exemple, un peu plus tard dans le siècle, d'un historien comme Louis Blanc,
Et c'est une tradition qui se poursuivra naturellement jusqu'à l'histoire socialiste de la Révolution de Jean Jaurès. Ici encore, vous aurez, à travers tout le 19e siècle, et même à travers une bonne partie du 20e, vous aurez des exemples de cette distorsion de la pensée de Rousseau. Les uns faisant de lui l'ancêtre de toutes les libertés, les autres, au contraire, l'ancêtre de toutes les tyrannies. Et cela vous conduira, en 1945, à un philosophe comme Bertrand Russell, qui n'hésitait pas à affirmer que Rousseau était l'ancêtre direct d'Hitler, de Staline et de Mao Tse-tung. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de sa nature, et cet homme, ce sera moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Confession, livre 1. Vous êtes, comme lecteur de Bergson, vous avez dû être aussi sensible à la réflexion que fait Bergson lorsqu'il dit que la plus puissante des influences qui se soit exercée sur l'esprit humain depuis Descartes est celle de Jean-Jacques Rousseau. Finalement, vous adhéreriez aussi à cette formulation? Oui, d'une certaine façon, oui, tout à fait. Bergson oppose deux courants dans la philosophie française, l'un qui serait plus rationaliste et l'autre qui serait plus sentimental ou affectif. Mais au fond, qu'il s'agisse de Descartes d'un côté ou de Rousseau de l'autre, ils ont surtout pour grandeur d'avoir pas eu besoin de l'autre pour produire la synthèse. C'est-à-dire qu'on trouve chez l'un et chez l'autre les deux éléments dans un équilibre différent, une géométrie au fond un peu différente, un caractère variable, mais les deux éléments sont là chez l'un et chez l'autre. Rousseau est bien un rationaliste. C'est bien un rationaliste, même si au fond, la raison doit se retrouver à partir du sentiment, de la sensibilité individuelle. Il laisse à chacun le soin d'éprouver la contradiction et de la dépasser pour lui-même. Et en ce sens, au fond, il se méfie de la philosophie. La philosophie n'a pas pour fonction de résoudre les problèmes une fois pour toutes et pour tout le monde et pour l'histoire du monde. La philosophie a à la fois une fonction effectivement d'éclaircissement des principes, d'éclaircissement théorique, et en même temps, elle ne peut pas se substituer à l'expérience. C'est ce rationalisme incarné, inscrit dans une expérience, qu'ils n'ont cessé de décrire l'un et l'autre, et Rousseau sous le nom de matérialisme du sage ou de dualisme métaphysique. Je crois que c'est à cet égard qu'il a accepté de porter sur lui, sur son visage qui a été tellement représenté. On l'a vu aujourd'hui à Chaali. On a vu comment son visage est devenu une icône, comment il a pris sur lui à la fois les haines et les amours. Ce n'est pas du tout un hasard, c'est l'individu qui est chargé de ce poids de l'histoire, de ce poids de la contradiction. Il ne l'a sûrement pas surmonté pour lui-même, mais qui pourrait s'en vanter. Lorsque je vis briller les eaux du lac à travers les branches des saules et des coudriers, je reconnus tout à fait un lieu où mon oncle, dans ses promenades, m'avait conduit bien des fois. C'était le temple de la philosophie, que son fondateur n'a pas eu le bonheur de terminer. Il a la forme du temple de la Sibylle Tiburtine, et debout encore à l'abri d'un bouquet de pins, il étale tous ces grands noms de la pensée qui commencent par Montaigne et Descartes, et qui s'arrêtent à Rousseau. Cet édifice inachevé n'est déjà plus qu'une ruine. Le lierre le festonne avec grâce. La ronce envahit les marches disjointes. Là, tout enfant, j'ai vu des fêtes où les jeunes filles vêtues de blanc venaient recevoir des prix d'études et de sagesse. Où sont les buissons de roses qui entouraient la colline? C'était Une vie, une œuvre, Jean-Jacques Rousseau ou Le rêve des origines, une émission de Catherine Paoletti, avec Mireille Védrine, Robert-Henri Bautier, André Charac, Raymond Trousson, Frédéric Worms et la voix d'André Malraux. Texte lu par Jean-Quentin Châtelain et Fred Persson. Prise de son,
Monique Burguière, Caroline Recure, François Le Calvez, Gilles Galliano et Christian Prévost. Mixage, Philippe Destrebec. Réalisation, François Connac. Heureusement, le troène de Virgile fleurit encore, comme pour appuyer la parole du maître inscrite au-dessus de la porte. Rerum cognoscere causas. Oui, ce temple tombe comme tant d'autres. Les hommes oublieux ou fatigués se détourneront de ses abords. La nature indifférente reprendra le terrain que l'art lui disputait. Mais la soif de connaître restera éternelle, mobile de toute force et de toute activité. Voici les peupliers de l'île et la tombe de Rousseau vide de ses cendres. Oh sage, tu nous avais donné le lait des forts et nous étions trop faibles pour qu'il pût nous profiter. Nous avons oublié tes leçons que savaient nos pères et nous avons perdu le sens de ta parole. Dernier écho des sagesses antiques. Pourtant, ne désespérons pas. Et comme tu fis à ton suprême instant, tournons nos yeux vers le soleil. Gérard de Nerval, Les filles du feu.